qui m'entourent. Et on a démarré. Vous êtes déjà une quarantaine avec nous et ça devrait monter. Je suis très heureux de partager aujourd'hui cette scène virtuelle avec quatre personnes de grande qualité. On va démarrer avec un couple d'entrepreneurs, pharmaciens et pas pharmaciens, mais qui ont lancé une très belle initiative qui s'appelle le Club Startup Pharma. Ils vous en parleront bien mieux que moi. Donc, c'est Théo Eudes et Michael Cohen. Vous me direz à la fin qui est le pharmacien des deux, évidemment. Mais il y en a un qui est pharmacien. Ensuite, on continuera avec une des top voice de la pharma en France, qui est un pharmacien d'officine, qui est Morgan Remoller. Donc, il se présentera. On ne le présente plus, hein, mais bon, il se présentera quand même parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Et puis, on finira avec un industriel et avec le directeur des ventes de Tuan. C'est Dimitri Guillot qui nous fait la grande amitié d'être avec nous et on fera une petite question-réponse. Alors, on a décidé chez Digital Pharma Lab de faire ce petit webinaire voilà, sur l'heure du déjeuner. Merci d'être là. Parce que, en fait, nous, vous nous connaissez, on est très impliqué dans l'innovation numérique en santé. C'est notre métier. On est une société de conseil et de services en numérique en santé. Et ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que les patients, les professionnels de santé et l'ensemble du système de santé bénéficient de la révolution numérique à un moment où tout est en train de changer. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'intéresser aussi à la pharmacie d'officine, qui est, comme vous le savez, le seul endroit où on peut aller et voir un professionnel de santé sans rendez-vous. C'est donc un endroit magique et unique. C'est un endroit, il y en a partout en France, puisqu'il y a près de 20 500 pharmacies en France. C'est donc un maillage incroyable. Et c'est un endroit où on vous soigne, où on vous conseille. Donc, c'est une chance que nous avons et c'est aussi une révolution que d'amener le numérique jusque dans les officines. Donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas s'intéresser à cette activité et c'est pour ça que je me suis aujourd'hui, nous sommes entourés de très bons spécialistes et de gens qui vont faire la pharmacie d'officine de demain et qui vont délivrer cette santé de premier recours à tous les citoyens que nous sommes. Voilà, alors, on va démarrer avec Théo et Michael, et vous allez nous parler du club Startup Pharma. C'est à vous. Super. Donc alors, nous, on va vous présenter aujourd'hui déjà notre entreprise assez récente qui est le Club Startup Pharma, que Michael et moi avons fondé. Donc moi, en fait, je suis le fondateur d'une marque qui s'appelle Hydratis, qui est disponible en officine. Et Michael, si tu veux te présenter. Et moi, donc, je suis pharmacien titulaire d'une pharmacie qui se trouve à Paris dans le 10e arrondissement. Et pour vous présenter juste rapidement en fait le club et les différents acteurs, aujourd'hui, c'est un groupe qui réunit un peu plus de 200 startups, entreprises, petits laboratoires qui ont le point commun en fait de vendre des produits ou des services aux pharmaciens. Et en fait, dans cet écosystème-là, on réunit aussi des pharmaciens et des partenaires prestataires qui vont en fait proposer des solutions à nos startups. Pour vous donner un peu plus d'explications sur ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, nous, on propose aux startups en pharmacie des ateliers sur des différentes thématiques pour comprendre en fait l'écosystème. On fait aussi des mises en relation, que ce soit entre startups, entre groupements et des startups ou entre laboratoires et petites entreprises. On fait aussi des pilotes en pharmacie pour aller tester en fait des nouveaux concepts sur des échantillons de pharmacie pour vraiment identifier comment faire du sell-out pour un nouveau produit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On organise aussi des événements de networking. Par exemple, le 15 novembre, on fait un événement où en fait on loue le Parc des Princes et on a à peu près 150 startups membres qui viennent
et qui auront accès en fait à des ateliers faits par nos partenaires tout au long de la journée et après un cocktail où on invite des responsables de groupement, des journalistes de la pharmacie, des influenceurs de la santé et tout l'écosystème pharmaceutique en fait qui peut être présent à cet événement. On organise aussi des petits déjeuners de networking, on fait du conseil de l'accompagnement et aussi on trouve des axes pour trouver des synergies, des axes de mutualisation des coûts pour les startups qui n'ont pas forcément les volumes pour négocier des prix intéressants avec les différents prestataires. Quelle est la différence en gros entre les startups et les gros laboratoires? C'est que les startups n'ont pas forcément beaucoup de budget et pourtant il y en a qui réussissent à se développer en officine. Comment est-ce qu'elles font? Comment le digital peut les aider? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui au travers quelques exemples. Donc moi j'ai une question, une question rhétorique à vous poser, c'est plutôt l'influence ou service de la marque. L'influence au service de la marque, comment est-ce qu'on peut créer un storytelling fort et quelle est l'importance en fait de storytelling fort. Pour ça, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Rebelle, qui est donc la marque de Céline Dirani, qui est un des membres du club Startup. Et en fait, Céline Dirani, déjà je vais vous parler de la marque Rebelle. Rebelle, c'est une marque de bonbons. Une marque de bonbons, mais qui n'est pas aujourd'hui comme tous les gummies qu'on peut retrouver avec des vertus particulières. Rebelle, c'est la première marque de bonbons protéinés. Donc, elle a voulu faire des bonbons protéinés, des bonbons en fait qui sont vraiment bons pour nous et qui sont différents de tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. C'est des bonbons qui vont être protéinés et des bonbons qui vont être sans sucre, complètement naturels. Donc, évidemment, son produit est bon, mais la force de Céline, c'est qu'elle a une image personnelle. En fait, elle fait tourner tout son produit autour de qui elle est. Céline Dirani, comment elle a créé son produit, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, qu'est-ce qu'elle aime faire. Et au travers de ces différents réseaux sociaux, on la voit se mouvoir, créer ses produits, expliquer d'autres choses. C'est quoi, pourquoi je vous parle de cette marque aujourd'hui, pourquoi je vous parle de l'importance du social dans le produit, c'est qu'en fait, en mettant tout ce personnel, tout l'humain dans sa marque et dans la représentation de sa marque, elle a permis d'avoir un énorme réseau d'acheteurs et donc forcément, ça lui permet de se développer beaucoup plus rapidement en pharmacie, vu que les clients finaux veulent les retrouver en pharmacie. Comment, en fait, c'est quelque chose qui peut se développer dans les laboratoires? C'est qu'en fait, même si vous essayez de lancer un nouveau produit, vous pouvez le faire au travers d'une personne, au travers d'une histoire. Et c'est vraiment très important de faire ça, de rajouter un storytelling à un produit. Ouais. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a vraiment le personal branding qui peut aussi être accessible pour les plus grosses entreprises. Et on voit de plus en plus, en fait, à l'étranger, des grosses marques et des gros laboratoires utiliser notamment des personnes de notoriété ou des influenceurs pour faire des démarches de co-branding, par exemple, qui peuvent vraiment avoir un impact fort pour créer en fait une vraie identité comme les startups le font aujourd'hui. Alors, la question après, c'est autour de l'omnicanalité, puisque c'est vraiment un axe absolument essentiel en fait dans les startups, ce qu'on voit pour se développer en pharmacie, qui va être en fait le fait de développer un axe vraiment digital pour avoir des synergies avec l'officine. Et aujourd'hui, je vous parlais d'Hydratis, puisque moi j'en suis le fondateur, où en fait on va vraiment utiliser les réseaux sociaux et les publicités sur Meta, Facebook, Instagram, etc., pour non seulement créer une vraie notoriété autour de la marque, mais qui va avoir un impact direct sur l'officine. Et les marques qu'on a souvent appelées les DNVB, donc les Digital Native Brands, qui sont uniquement des pure players sur le digital, en fait, sont obligés d'aller trouver des autres canaux de vente pour survivre. Mais non seulement ils font ça pour survivre, mais aujourd'hui, c'est un vrai écosystème entre les deux canaux de vente qui s'alimentent entre eux et qui permet de ce qu'on appelle, nous, créer un marketing rentable, puisqu'en fait, le rôle du digital va permettre de dépenser de l'argent en communication
mais sans perdre d'argent, puisqu'en fait, on va récupérer cet investissement directement sur les ventes en ligne et récupérer de la profitabilité en officine. Et après, je vais vous parler d'une autre marque qui est les Petits Culottés. Donc, c'est une marque de couches française où en fait, c'est assez intéressant puisque quand vous lancez une innovation produit, vous allez souvent avoir la problématique de OK, bah, comment j'augmente mon taux de pénétration sur le marché, comment je fais connaître ma marque et comment est-ce que je peux utiliser le digital pour augmenter la pénétration, mais aussi augmenter ma visibilité et mes ventes en officine. Et un concept qu'on a trouvé assez intéressant à partager aujourd'hui, c'est le concept en fait d'aller chercher des kits d'essai ou des échantillons gratuits directement en officine. Donc, il va créer vraiment du drive to store, du trafic dans la pharmacie, donc il va être bien accepté par le pharmacien et qui permet aussi de réduire ses coûts en fait, de livrer un kit d'essai à chaque personne, de le livrer dans un point relais qui est l'officine, pour en fait réduire ce coût de logistique qui est le coût le plus important quand on fait de l'échantillonnage très personnalisé. Et la dernière question, c'est comment s'améliorer grâce aux consommateurs, Michael. Là, pour ça, on va parler d'une marque qui s'appelle Respire. Je pense que vous la connaissez tous. C'est la marque co-créée par Justine Hutto. Et Justine, la première fois le premier déodorant qu'elle a lancé. Donc, c'est un déodorant qui a pas énormément plu. Elle a eu 80% de ses clients qui n'ont pas apprécié le produit. Et pourtant, c'était un bon produit qualitatif, mais il n'était pas encore terminé. Les odeurs n'étaient pas encore parfaites. Et comment elle a su ça? C'est qu'en fait, une grande partie de ses clients étaient digitaux. La majorité de ses clients à ce moment-là étaient digitaux. Donc, ça lui a permis d'avoir énormément de retours. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé à 500 de ses clients qui n'ont pas aimé le produit de l'aider à construire le déodorant suivant, sa version 2 de son déodorant, pour justement avoir une version qui plaisait énormément. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, la data digitale est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que simplement la data qu'on peut, nous, avoir en pharmacie ou que vous pouvez récolter en pharmacie sans le côté digital. Donc, comme elle est plus importante, plus précise, elle permet finalement d'innover plus rapidement dans dans les bonnes directions avec les bons retours. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre d'avoir finalement de prendre des meilleures décisions. Et voilà, et c'est tout pour nous. Je vais laisser la suite à Morgane, je crois. Alors, merci beaucoup, Théo et Michael. Donc, vous avez compris que Michael est le pharmacien. OK, ça, c'était le petit quiz de départ. Bravo. Merci pour les exemples que vous avez donnés. Donc, si je comprends bien, avant de passer la parole à Morgane, si je comprends bien, on peut améliorer la performance des produits en pharmacie et améliorer la performance de l'officine en général et mieux servir sa patientèle avec des nouveaux produits, etc. Quand on maîtrise plutôt pas mal le digital. C'est ça que vous dites. Le digital vraiment amène quelque chose de supplémentaire. Je pense c'est sûr qu'il y a une interaction qui est assez intéressante avec le digital, c'est que ça permet d'avoir des retours directs. Ce n'est pas juste des retours de sell-out comme on va avoir en officine. Là, on va pouvoir aller directement aller au contact du client et avoir des chiffres et de la data qui est beaucoup plus précise. Comme on l'a vu avec Respire, c'est vraiment aller co-construire directement avec les clients sur la partie digitale. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue innovation. Mais après, tous les autres exemples qu'on a vus, c'est aussi une vraie synergie en fait entre le digital et la pharmacie. Et la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour optimiser les ventes en pharmacie grâce au digital. Et aussi, ce qui est important à comprendre, c'est quel est vraiment le rôle de chaque canal de vente dans sa stratégie globale. Parce qu'en fait, par exemple, sur l'aspect omnicanalité, et ce qu'on voit dans beaucoup de startups et pas seulement en pharmacie, c'est qu'en fait, on va avoir une rentabilité, on va accepter une rentabilité qui est beaucoup plus faible sur la partie e-commerce
mais cette mauvaise rentabilité ou moins bonne rentabilité va permettre de générer des ventes sur d'autres canaux qui sont plus profitables. Donc, il y a différents aspects et aujourd'hui, on voulait vraiment vous montrer voilà, quelques exemples un peu sympas et amusants sur lesquels nous, on travaille. Et ça vous donne une idée aussi de ce qu'on peut faire voilà, sur la partie digitale pharma et comment on peut potentiellement travailler ensemble ou vous donner davantage d'infos à ces sujets. Merci Théo, Michael. Donc, je retiens ce que tu viens de dire, Théo, et je retiens la date du 15 novembre au Parc des Princes pour aller voir jouer le PSG. Non, c'est pas ça, pour aller rencontrer toutes les startups. Excellent. On est en train de Euh, négocier avec le PSG. vous avez parlé donc de ce que vous pouvez amener, et du coup, on va poser la question et tenter d'obtenir des réponses à la fois d'un pharmacien d'officine qui a beaucoup réfléchi à tout ça, et puis après, de la part d'un industriel qui est également tout à fait présent et versé là-dedans. Donc, on passe la parole à Morgane Rémoller. Encore une fois, c'est un top voice dans la pharma. C'est quelqu'un que vous pouvez lire sur les réseaux et en particulier sur LinkedIn. Et c'est toujours extrêmement intéressant. Donc, je vous encourage vivement à vous abonner à Morgane. Morgane, tu es également fondateur de linkypharma.fr et qui est, tu vas expliquer tout ça. Et puis, tu es pharmacien d'officine. Donc, c'est à toi. Donc, merci à tous. Euh, donc, ce qui est très intéressant, je suis très content d'intervenir justement après cette première présentation, car je vois plein de complémentarités sur la valeur ajoutée qui pourrait être apportée justement auprès de l'écosystème. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette réflexion de se dire, il y a plusieurs acteurs dans un écosystème. Qu'est-ce que le digital peut faire justement pour que chacun travaille mieux avec les autres autour de lui au profit du patient? Et donc, c'est tout le sujet justement de ma présentation. Je vais vous expliquer en fait euh, pourquoi et comment augmenter les partenariats entre laboratoires et officines grâce au digital. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a cette transformation digitale qui arrive au moment où on en a le plus besoin. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une opportunité et ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis pharmacien, comme l'a dit Pascal. J'ai fait la filière industrie avec une vision toujours sur l'ensemble de l'écosystème. Et c'est sûr qu'en cinquième année, on choisissait si on faisait officine ou industrie. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais bref, c'était en cinquième année qu'on choisissait si on faisait officine ou industrie. Moi, j'ai fait industrie, j'ai passé le concours de l'internat et j'ai fait une thèse sur l'officine. Vous allez me dire, il part vraiment dans tous les sens celui-là. En fait, c'est tout simplement car j'ai l'impression, j'ai vraiment le besoin de comprendre la globalité des choses pour pouvoir justement agir auprès d'un de ces acteurs. Donc, j'ai fait différentes formations à côté, mais c'est toujours la même chose, c'est vraiment pour comprendre les choses de manière globale. Je me présente, souvent on me dit, ah, il connaît tout et tout, c'est insupportable. Enfin voilà, bref, je suis expert de rien, hein. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est des choses sur lesquelles je suis passionné et où en fait je passe beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis passionné et que forcément quand on est passionné, l'effort pour pouvoir justement acquérir les connaissances et les compétences est beaucoup plus facile. Donc, mon rêve, parce qu'il faut avoir un rêve dans la vie, je ne connais pas votre rêve, hein, mais enfin, en gros, il faut avoir un rêve. Mon rêve, moi, c'est de permettre aux pharmaciens de se recentrer sur son cœur de métier. C'était notamment le sujet de ma thèse qui date. Et c'est vraiment ma mission de vie. Et c'est toute la raison et toutes les choses que je fais, ça participe toujours justement à ce pourquoi. Donc, aujourd'hui, j'ai trois activités. Premièrement, donc, j'ai une pharmacie dans le sud-ouest à Libourne. Deuxième activité, j'ai une startup Linky Farm dont je vais vous parler rapidement juste après. Et troisième activité, justement, dans cette vision, permettre aux pharmaciens d'être concentrés sur son cœur de métier. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème. Il y a plein d'acteurs et ce n'est pas en fait en montant une boîte qu'on va y arriver. C'est en accompagnement l'ensemble des entreprises. Et ça, c'est très important, justement. C'est que dans toutes les entreprises, aujourd'hui, normalement, il y a une personne qui est directeur de la transformation digitale qui vient à côté de vous régulièrement, qui vient comprendre comment vous travaillez et qui vient essayer de voir justement comment, grâce au digital, vous allez pouvoir mieux atteindre vos objectifs. Ça fait partie justement des choses que je fais auprès des entreprises, ce que j'ai fait chez Novartis notamment pendant 3 ans avant d'être justement sur les sujets les plus de la pharmacie d'officine. Donc voilà les entreprises que j'accompagne aujourd'hui. Donc il y a aussi bien des pharmaciens, des groupements de pharmacie. Je vais faire ça. Voilà, il y a des pharmacies qui sont plus grosses, comme les pharmacies du groupe Arpilab ou LC. Il y a des groupes
qui sont plus globaux, on va dire, sur le secteur, aussi bien des laboratoires, des distributeurs que des groupements de pharmacie, comme le groupe Wellcop. Dernier type d'acteurs, c'est des startups justement qui viennent dans le secteur pharma et qui permettent justement d'aller plus créer de liens grâce au digital entre humains. Donc là, voilà des startups que j'accompagne en ce moment. Et des laboratoires comme par exemple Biogarant, Sanofi. Et là, la mission que j'ai justement auprès de ces acteurs-là, c'est un petit peu toujours la même chose. Déjà, en premier, je leur dis, bon, avant de vous écouter pour comprendre en fait vos enjeux et pourquoi vous faites appel à moi, ce que je vous propose, c'est d'aller diffuser au sein de vos équipes une bonne vision sur la pharmacie d'aujourd'hui, comment la pharmacie va évoluer et vous permettre justement de lui apporter le maximum de valeur. Et c'est notamment justement une des choses que je vais vous présenter maintenant. Bon, bah pour l'instant, alors je ne sais pas dans l'audience, est-ce qu'il y en a qui font partie de ces entreprises-là, mais en tout cas, dites-vous que moi, je suis vraiment très intéressé pour travailler avec vous. Je suis persuadé que je peux vous apporter de la valeur ajoutée. Il faut juste, en gros, que vous écoutez, comprendre vos enjeux et après, c'est toute une méthodologie classique de boîte de conseil de comprendre en fait quels sont les enjeux pour voir comment en fait bien dialoguer avec chacun de vos clients et de vos partenaires pour bien travailler. Donc, rapidement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça pourra peut-être faire l'objet, justement, Pascal, d'une intervention, l'objet de ma plateforme. L'idée, c'est quoi derrière ça? C'est d'écrire un système d'information unique pour que le pharmacien n'ait qu'un seul support digital pour avoir accès à toutes les informations. Aujourd'hui, on voit qu'il est complètement perdu et l'idée, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule solution, justement, qui soit en open innovation. Mais je ne vais pas m'étendre dessus. Bon, voilà différents acteurs, justement. La vision, c'est quoi? C'est de se dire, les laboratoires ne sont pas tous là, hein, ça, c'est la vision. C'est de se dire qu'en fait, tous les espaces pro des labos, au lieu qu'il y en ait 140, en fait, qu'ils soient tous au même endroit. Ça fait partie des bonnes pratiques que je vous conseille dans vos entreprises. Donc, je ne sais pas, il y a des laboratoires, des groupements, des pharmacies, je crois. Enfin, en tout cas, dans tout type d'entreprise qui n'est pas une pharmacie, ce que je vous conseille quand vous avez une discussion pour un sujet en relation avec la pharmacie d'officine, c'est toujours de laisser une chaise vide, potentiellement avec une blouse de pharmacien posée dessus. Et à chaque fois que vous posez une question, c'est « et lui, qu'est-ce qu'il en pense ?» Et c'est vrai que c'est important de toujours se mettre à la place du pharmacien, car souvent, en fait, on croit qu'on le connaît. On croit qu'on le connaît, mais en fait, on ne se met pas à sa place et on ne connaît pas son quotidien. Donc, en tout cas, c'est très important et très intéressant de toujours se mettre à sa place quand on se pose une question. Donc, justement, je commence avec le premier élément. Pourquoi le métier du pharmacien est mal compris? Ça fait partie de mes posts que je fais de temps en temps, justement, commerçant sur LinkedIn, commerçant professionnel de santé, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'interviens dans les laboratoires notamment, je leur dis, définissez-moi en une phrase simple, c'est quoi une pharmacie? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, une phrase simple en pharmacie, vous pourrez le faire hein, dans vos entreprises, ou vous pourrez me dire de venir et justement, je travaillerai, je bosserai sur le sujet avec eux. C'est intéressant car en fait, derrière les phrases qui vont être données, c'est qu'il y aura des mots. Et en fait, quand on met des mots sur des choses, justement, on commence à percevoir la vision que les gens peuvent avoir. Donc ça, ce n'est pas un commerce de médicaments. Non, ce n'est pas un commerce de médicaments. En fait, le côté commerce de médicaments n'est qu'un élément justement de cette valeur ajoutée. Et là, ce que je vous propose, c'est que j'ai mis une définition, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'avais posté il y a quelques temps sur LinkedIn, qui, à mon sens, prend toute la globalité justement du cœur de métier de la pharmacie. Donc là, d'abord, c'est de la santé à la beauté. Je préfère le mettre, j'ai mis de la santé à la beauté, même si la beauté, quand on prend la définition de l'OMS, etc., c'est état de complet bien-être physique, psychique et moral. Enfin voilà, tous ces sujets-là, je les connais, mais c'est important de parler de beauté en complément de la santé. Du traitement à la prévention, et ça, nous allons voir que ça va vraiment se développer de plus en plus. De plus en plus, en fait, on va pouvoir arriver avant justement la maladie, notamment grâce à l'éducation et grâce à la prévention personnalisée. Quand on parle de médecine personnalisée, ça va complètement dans ce sens-là. Donc la pharmacie, oui, c'est un commerce de proximité. Pourquoi c'est un commerce? Car en fait, on distribue des produits, car en fait, il y a une porte qui est ouverte selon des horaires d'ouverture et de proximité. Pourquoi? Parce qu'il y a un maillage territorial et qu'a priori, tout le monde a une pharmacie qui est proche de son domicile. Qui dispense les solutions de santé. Ça, c'est très important, ce terme-là. Et je vais tout vous dire. Ça vient notamment de deux entreprises que j'ai accompagnées et qui, dans leur définition de leur mission, parlent de solutions de santé. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que derrière le terme solution, c'est qu'en fait, au départ, il y a un problème.
Il y a un problème, ou en tout cas, il y a une énigme. Et il faut aller trouver la solution. La solution, ce n'est pas forcément des médicaments. Donc, on parle de commerce de médicaments. Non, si ça se trouve dans la solution, ce n'est pas des médicaments. Si ça se trouve, c'est de l'hygiène, du diététique, de l'activité physique, enfin voilà, d'un changement d'habitude. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement des médicaments, et c'est important justement de le donner. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on raisonne pharmacie, quand on rentre dans une pharmacie, ça c'est des remarques que je fais au groupement, on voit rarement les produits présentés sous forme de solution. On voit souvent les produits présentés selon des planogrammes, laboratoires, etc., qui en fait au final sont centrés pas patients, mais sont centrés produits. Et ça fait partie des choses, je suis convaincu qui vont évoluer à l'avenir, car en fait, il faut vraiment se mettre à la place du consommateur. Et ce que je dis toujours, c'est que quand quelqu'un arrive pour de la phyto, de l'aroma, etc., ah tiens, qu'est-ce qui connaît ce sujet-là? Moi, je ne maîtrise pas, etc. Comment ça se fait que le merchandising n'est pas dans l'éducation? Je suis convaincu qu'on va y aller. Et en tout cas, si ça vous intéresse, j'ai des solutions plutôt intéressantes dessus. Contribuant au bien-être de chacun. Pourquoi j'ai mis bien-être de chacun? Parce que bien-être, justement, c'est global et chacun, c'est personnalisé. Et en fait, c'est pas la même chose pour tout le monde, c'est justement quelque chose de global pour chacun des personnes. Bon, ça, c'est du classique, hein. Tous les éléments de réponse dans ma définition, ça prend tout. Bien entendu, en fait, cette définition, elle est trop grande. Un, les gens ne retiennent pas. Deux, c'est un peu compliqué. Et quand on voit que Google arrive à donner sa définition de sa mission en une phrase simple, mettre à disposition l'information accessible et utile à tous, c'est juste la définition de Google. Mais remettez-vous en cause si votre définition de votre mission, ce n'est pas quelque chose de simple. En tout cas, il faut aller vraiment quelque chose de simple pour pouvoir que ça soit diffusé facilement. Donc, j'ai donné une autre définition. La pharmacie est le commerce de proximité qui dispose des solutions de santé personnalisées. Et ça, mais c'est important de le faire passer, ce message-là, dans vos entreprises, car en fait, si on ne comprend pas ça, eh ben forcément, potentiellement, notre manière d'interagir avec la pharmacie peut faire que on ne contribue pas à lui faciliter son cœur de métier. Bien entendu, il faut comprendre chaque pharmacie, hein. On dit que chaque patient est unique, chaque pharmacie est unique, chaque groupement est unique, chaque laboratoire est unique. Bref, la personnalisation, c'est quelque chose qu'il faut faire au maximum. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne vais pas citer des exemples de groupements parce que sinon, on va me faire pourquoi tu as cité lui? Enfin voilà, souvent, vous inquiétez pas si vous me suivez sur LinkedIn. J'ai plein de personnes qui me disent c'est génial et tout, mais j'en ai forcément plein qui sont tout le temps en train de critiquer les personnes que je montre du doigt ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est intéressant de se rendre compte que si vous voyez les groupements que j'ai mis là en impression d'écran, forcément, c'est que des groupements qui sont avec ou sans enseigne, avec des modèles économiques différents, etc., quoi. Donc, il faut comprendre en fait comment chacun travaille. Pourquoi? Parce qu'on ne discute pas de la même manière au premier groupement que vous voyez en haut à gauche, par exemple, et à celui qui est au milieu, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit. Ça fait partie des choses qui ont très bien marché sur LinkedIn. Un ancien diagramme que j'avais fait, justement, où j'avais positionné les groupements selon des catégories. Et en tout cas, c'est important, c'est juste une manière de segmenter de manière assez simple, mais toute personne qui est dans le secteur connaît un peu ces positionnements qui sont mis là. Si vous posiez un problème avec un groupement, de toute façon, enfin bref, tout le monde s'est plaint de ce truc-là que j'avais fait, mais en tout cas, c'est une bonne manière de voir que simplement, il faut aller personnaliser. Donc, pourquoi ce métier est en évolution? Voilà, pourquoi? Parce que la société, elle est en transformation, la société vieillit et en même temps, elle veut vivre à domicile. En même temps, là, on devient de plus en plus chronique pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vit plus longtemps avec une maladie chronique et donc il y a un problème de dépenses de santé. Donc, pourquoi ce métier est-il en danger? Donc, vous voyez, hein, je garde la chaise en voie. Pourquoi ce métier est en danger? Voilà, il y a trois éléments justement qui montrent que ce métier est en danger. Bon, il y a des acteurs comme Leclerc qui attaquent sur le prix. Il y a des acteurs comme Amazon qui attaquent sur le service, bien plus inquiétant que Leclerc entre nous. Et surtout que si Amazon rentre, si Leclerc, à la limite, il ne va pas trop vous manger, si vous êtes des laboratoires Amazon, ça va être quand même pas la même chose, hein. On voit ce qu'il fait aux États-Unis, où il intervient aussi bien en tant que façonnier, en tant que distributeur en gros, en tant que distributeur en détail, en tant que livraison à domicile, en tant que pilulier, enfin, en tant qu'analyse de data, etc. Enfin voilà, on voit très bien que, et vu qu'en plus il va vers les logiciels pharmaceutiques, enfin voilà, on voit que c'est vraiment un acteur qu'il faut quand même avoir il faut bien regarder régulièrement justement ce qu'il fait, notamment pourquoi pas s'en inspirer en répondant à nos enjeux et la filière qui est désaffectée.
Donc, le pharmacien court partout. Donc, vous voyez, hein, j'ai mis à chaque fois des pictos. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas Van Gogh qui fait des dessins de la nuit étoilée ou je ne sais quoi. Bref, je prends des pictos. Ça fait partie des sites que je connais bien, justement, qui permettent d'aller visualiser les choses. Donc, le pharmacien, aujourd'hui, il court partout. Pourquoi? Parce que c'est un chef d'entreprise dans une TPE. Et en même temps, il est professionnel de santé. Et c'est vrai que c'est important de se dire que le pharmacien, il faut l'aider. Il faut l'aider justement, pourquoi? Parce qu'il est en danger. Et comment vous pouvez l'aider aujourd'hui sur ces deux actions-là? On va pouvoir en parler après. Aujourd'hui, si on regarde le digital, comment le digital existe, il y a les groupements qui créent leur propre intranet. Euh, à côté de ça, avec plus ou moins d'informations à l'intérieur. À côté de ça, il y a les LGO, donc les logiciels de gestion d'officine qui sont l'outil, on va dire, de facturation du pharmacien avec son patient et qui monopolise, on va dire, les ordinateurs dans l'espace de vente pour le pharmacien, mais qui sont pas rarement connectés à des solutions sur Internet. Et à côté de ça, il y a les espaces pro des laboratoires. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous, laboratoire, vous avez un espace pro, mais première question à poser, hein, si vous avez un espace pro, c'est quel est l'usage et quel est l'usage et qui l'utilise et pourquoi. C'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui, en tant que pharmacien, je vous le dis, il y a principalement les trois espaces pro qu'on utilise, c'est L'Oréal, Pierre Fabre et Grossiste. Et le génériqueur potentiellement, si, en fonction des choses qu'il y a. Mais bon, bref, on ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que toute cette information, ça a de la valeur, elle vous coûte cher à produire. Ça serait dommage. Pourquoi, en fait, on ne crée pas une plateforme tous ensemble? Et c'est notamment une des missions de Linky Farm. Alors, augmenter les partenariats entre laboratoires et officines grâce au digital, bah, justement, donc là, maintenant, on a compris le pourquoi. Maintenant, on est sur le comment. Donc, le comment, la transformation digitale, on voit que ça crée du lien. On voit qu'il y a beaucoup de données qui passent justement grâce au digital. Et on voit le dernier élément qui est hyper important et qui va faire mettre un coup d'accélérateur très important, c'est que quand on met des outils d'intelligence derrière, bah, ça permet d'aller encore plus vite au niveau de la circulation de l'information. Et ça même, ça augmente potentiellement l'humain dans ses activités. Donc, on va vraiment vers de la personnalisation au maximum. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable, car on voit bien que plus on personnalise, plus on apporte de la valeur ajoutée à la personne qu'on a en face de nous. Bien entendu, il faut la connaître. Et donc, pour la connaître, bah, il faut aller récolter de la donnée. Donc, comment le digital est une opportunité? Donc ça, c'est des trucs classiques hein, pour les laboratoires qui ont travaillé avec des boîtes de conseil. Moi, j'ai bossé, mon premier boulot, c'était dans une boîte de conseil. Et mon premier appel d'offres que j'avais remporté, c'était la mise en place du DMP avec le ministère. Et ça fait partie des classiques. J'imagine que si vous avez des personnes qui s'occupent de la transformation digitale dans votre pharmacie, dans votre entreprise, en fait, ils vous rappellent ça. Les trois axes de la transformation digitale de toute entreprise, hein, de n'importe quelle entreprise, c'est toujours la même chose. C'est efficacité opérationnelle de tous les métiers de l'entreprise. Okay, c'est comment tu travailles aujourd'hui, quels sont tes enjeux, comment tu utilises le digital pour y parvenir. Que ce soit de la compta, que ce soit des RH, que ce soit de la finance, que ce soit, enfin voilà, tous les sujets de l'entreprise, les achats, enfin voilà, tous les sujets, le digital permet de l'augmenter. Deuxième élément, c'est la relation client. Comment en fait on interagit avec son client. Et troisième élément qui est, on va dire, un peu plus marginal, c'est comment le modèle économique éventuellement de l'entreprise va évoluer grâce au digital. Et ça, on voit que potentiellement, avec une évolution de son cœur de métier, en se concentrant sur son cœur de métier, potentiellement, il peut peut-être apporter de la valeur à d'autres entreprises que ses clients habituels, ou alors offrir des nouveaux services à ses clients habituels. Donc là, en fait, derrière le sujet partenariat augmenté, ne vous inquiétez pas, on va arriver sur des trucs concrets après. Hein. Partenariat augmenté permet quoi? Principalement, vous devez penser à deux choses. Et ça fait partie des réflexes que vous devez avoir toujours dans votre quotidien quand vous êtes en relation avec une pharmacie. C'est comment je peux lui faciliter son quotidien en tant que chef d'entreprise au pharmacien, à la pharmacie. Et deux, comment je peux éventuellement lui augmenter sa relation patient. Aujourd'hui, le plus important n'est pas là où on croit. Le plus important, c'est de lui faciliter son quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est perdu, il ne s'en sort pas. Il n'arrive pas. Aujourd'hui, le pharmacien, on l'a vu tout à l'heure, il n'a pas une cape, ce n'est pas un héros du digital, c'est pas un. Enfin voilà, il a besoin d'aide pour qu'on lui aide, on l'aide justement à passer le moins de temps possible dans son espace, dans ses bureaux, parce qu'il ne faut pas oublier que le plus important, c'est les clients. Et s'il y a une chose éventuellement plus importante que les clients, c'est son équipe. Mais en gros, c'est ces deux personnes-là qui sont les plus importantes. Et où est-ce qu'elles sont? Elles sont dans l'espace de vente, elles ne sont pas dans le bureau. Donc, en gros, Regarde, numéro. Oui, regarde, juste désolé de te presser un petit peu. ouais, ouais, je me dépêche. Aussi qu'on fasse de la place à Ouais, Dimitri. Est-ce ouais, que ouais, tu peux, ouais, tu ouais. peux Ok. terminer assez vite? Faciliter son quotidien, augmenter la relation patient. Bref, faciliter son quotidien, je vous donne un quick win très simple.
vous partagez à chaque officine les coordonnées de son délégué. Ça, aujourd'hui, j'ai une solution justement que j'ai mis en place où en fait chaque pharmacie aura accès au numéro du délégué de tous les laboratoires. Voilà. Aujourd'hui, ça, il n'y a personne qui a proposé cette solution-là. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ensuite, cette plateforme, elle soit accessible facilement de manière sécurisée à chaque pharmacien à travers potentiellement son LGO ou une plateforme à côté. Deuxième élément, augmenter la relation patient. Donc là, ça, c'est un deuxième quick win. Aujourd'hui, il y a des acteurs, et justement, je vous en parle de deux simplement, qui communiquent de manière assez innovante dans la pharmacie. Et donc, je vais vous parler deux solutions qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles augmentent la valeur ajoutée de votre communication sur l'espace de vente. On voit que la solution Pharmaflix, qui est assez globale dans la pharmacie, aussi bien en outdoor que dans la pharmacie, permet d'aller raconter une histoire autour. Aujourd'hui, ils ont 550 pharmacies, dont beaucoup de grosses pharmacies. C'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, moi, je l'ai mis en place dans ma pharmacie. Ça cartonne plutôt pas mal. Deuxième élément, alors là, on est vraiment dans le POC, c'est-à-dire on est dans la preuve de concept. Il y a la solution Muse qui permet en gros aux pharmaciens, notamment aux grosses pharmacies qui ont besoin d'une voiture, d'avoir une voiture gratuitement en échange d'une régie publicitaire qui est sur les voitures. Ça, si ça vous intéresse, il y a de l'impact justement grand public qui est très intéressant. Aujourd'hui, on est en train de faire un POC avec 30 pharmacies, mais en tout cas, on est intéressé d'aller trouver quelques laboratoires pour mettre ça en place. Et je l'accompagne justement, je dis on parce que je l'accompagne justement sur sa mise en place. Tac. Donc, troisième quick win, communiquer sur la page Google de la pharmacie. Aujourd'hui, c'est moi qui ai mis en place, a priori, le premier, ce genre de choses. À l'époque, j'ai accompagné un groupement COS là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même une régie médiale extraordinaire, la page Google de la pharmacie. Et personne, pour l'instant, va dessus. Et donc, ça fait partie des choses, justement, sur lesquelles on peut vous apporter énormément de valeur et qui sont très intéressants, car en moyenne, je vous dis, quand on dépasse le million de vues par mois, c'est plutôt intéressant car on est vraiment en ciblage du marketing. Donc voilà, donc les trois sujets, c'est quel est mon délégué? Donc là, ce sera un quick win. On va voir justement avec Pascal comment vous partagez le fichier Excel. Vous verrez que c'est une énorme valeur ajoutée et je vais communiquer dessus justement d'ici la fin de l'année pour que ça fasse un gros buzz et que en gros tous les pharmaciens auront accès facilement soit sur leur LGO, soit sur la plateforme externe. Une régie augmentée et troisième élément, la vitrine sur Internet. Donc voilà, bref, je suis à l'écoute de vos questions. Désolé pour le timing, mais bon, quand on est passionné, en fait, on raconte sa vie. Et puis voilà, Ouais, quoi. Merci beaucoup. c'est formidable. Merci beaucoup. Merci J'arrête de infiniment, partager. Morgane. Bon, il faudrait qu'on y passe des heures à t'écouter. C'est super, super passionnant. Mais bon, on continue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le Q&A et Morgane se fera un plaisir de vous répondre. Et sinon, vous lui parlez directement sur LinkedIn. Vous le trouverez très, très, très facilement. Alors, on va parler maintenant avec un laboratoire de dispositifs médicaux qui est Tuan. Bonjour Dimitri. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, merci beaucoup d'être là. Très, 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 très content de t'avoir. Bon, bah donc, on a entendu des startups en pharmacie, on a entendu le point de vue très, très argumenté d'un pharmacien d'officine avec quelques très beaux quick win, hein, comme il a dit, et des projets très intéressants. Pour les laboratoires, quelles évolutions et mutations organisationnelles face à cette évolution en officine et face à l'arrivée du digital en officine? Alors, permets-moi déjà, Pascal, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Bien Dimitri, sûr, bien sûr. je suis directeur du développement commercial pour le groupe Tuan. Donc, je suis au global. Et j'ai une expérience d'à peu près 20 ans dans la pharmacie et j'ai eu la chance de passer par un groupement, donc de connaître les pharmaciens, de connaître les groupements, de connaître les industriels, de connaître les laboratoires et surtout de connaître un tout petit peu la data parce que je suis un ancien IQvien où je collectais la data. Donc, ça m'a permis d'avoir une complète vision de ce qu'est la data, en tout cas dans notre écosystème pharma. Avant ça, juste pour te dire pourquoi il faut faire du digital aujourd'hui dans un monde médical qui est tourné vers des relations plutôt traditionnelles, patients, professionnels de santé, et dans lesquels souvent les industriels ils sont peu présents ou parfois pas invités, voire même non souhaités. Alors, on parle de digitalisation parce que c'est un peu l'objectif de notre sujet d'aujourd'hui et je vais essayer d'être rapide et bref parce que mes compères ont déjà fait beaucoup de choses et ont parlé de beaucoup de sujets. Mais dans notre écosystème pharma, on peut aussi entendre pharma numérique ou pharmaceutique numérique.
Bref, des termes qui font référence souvent à l'utilisation de technologies numériques pour transformer, comme l'a dit Morgane tout à l'heure, et améliorer les processus, les services et les produits dans l'industrie pharma. Le digital, pour moi, n'est pas, à mon sens, une organisation ou un processus ou une stratégie isolée. Pour moi, le monde, il est devenu digital et il fait partie de toutes les expériences clients, quelle que soit la taille de l'entreprise ou de son secteur. Il y a encore quelques années, d'ailleurs, on raisonnait tous en médias traditionnels. Aujourd'hui, vous avez un consommateur patient, excusez-moi, je l'appelle aussi consommateur, excusez-moi, messieurs, dames, pharmaciens, mais je l'appelle aussi consommateur quand j'étais chez IQVIA, parce que le même consommateur va choisir d'interagir indifféremment avec tel ou tel support, numérique ou non, par ailleurs. Et donc, on parle bien d'omnicanalité, et je vous jure, je n'avais pas vu la présentation des premiers intervenants, qui est devenue la norme. Et moi, je le crie haut et fort depuis de nombreuses années. Il n'y a plus de marketing digital, mais il y a du marketing qui tend à être 100% digital, et pour moi, c'est une grosse différence. Donc, si on occulte cette partie digitale dans nos stratégies d'entreprise, je pense qu'on risque de passer à côté de certaines opportunités. Et puis, les entreprises d'aujourd'hui doivent aussi être orientées, même entièrement tournées vers l'expérience et la satisfaction du client final ou l'intermédiaire. Et on le voit, on en a déjà discuté ensemble, Pascal, que les nouvelles générations ne consomment pas et ne voient pas la consommation en officine comme des gens de ma génération ou de ta génération, Pascal. Et donc, de ce fait, ça crée des besoins qui peuvent être différents. Et il va falloir que le pharmacien s'adapte à ça. Donc, ça veut dire que la notion de patient-centric, elle doit être une priorité. Et nous devons d'apprendre à le connaître davantage, à connaître ce consommateur, ce patient, en lui permettant aussi de nous connaître. C'est réciproque. Et pour cela, le digital est un formidable accélérateur. Et puis, comme vous le savez, le monde de la santé est plutôt en retard sur ces aspects technologiques, même s'il se transforme depuis une dizaine d'années. On a beaucoup de gens qui la transforment, donc c'est génial. Et ça s'accélère à tel point que les entreprises qui sont compétitives de demain, elles seront probablement celles qui apporteront des solutions physiques en medtech, en biotech, en pharma, en biopharma, et qui seront couplées à des solutions digitales que l'on connaît déjà, qui sont la télémédecine et la téléconsultation. Donc, pour répondre à ta question, j'y arrive. La digitalisation des laboratoires pharma ou autres, en interaction avec les pharmacies, elle nécessite de nouvelles structures organisationnelles et donc de nouveaux métiers pour relever les défis et tirer parti de ces opportunités du digital. Donc, il y a certains métiers qui émergent. On en parlait il y a 5 secondes avec Morgane, il parlait de transformation numérique. Il y a des départements de transformation numérique aujourd'hui qui se créent et qui vont piloter la digitalisation des processus, des produits et des services. Et puis, on a de plus en plus de data scientists et analystes de données qu'on a aujourd'hui dans les laboratoires, ou que certains n'ont pas encore, mais qui sont peut-être en train de réfléchir à avoir pour collecter et analyser cet enjeu de données qui nous permettent, en tout cas nous, au laboratoire, de prendre des décisions sur des informations très précises. Et puis, on a des gestionnaires de produits numériques. Ça, c'est des experts qui vont diriger le développement des produits pharma numériques, tels que en fait, des applications de gestion de médicaments, des plateformes de télémédecine ou des systèmes d'information pour les pharmaciens. En gros, on a une multitude de métiers qui arrivent, des experts en sécurité de données, je peux t'en citer quelques-uns, parce que certains laboratoires sont peut-être là et ont peut-être les oreilles grandes ouvertes pour savoir quels seront les métiers de demain. L'intelligence artificielle ne va très certainement arrêter des métiers, mais va en développer d'autres, on le sait très très bien. Donc, on a des stratégistes marketing en numérique qui vont éclore, qui vont gérer des campagnes médias, des sociocontenus numériques. On a des experts en télémédecine, on aura des growth hackers, on aura des digital project managers qui sont déjà là. On a des SEM managers, des web analystes, enfin, beaucoup de métiers comme des customer success managers, des designers UX ou UI, et puis de plus en plus de responsables e-commerce dans les laboratoires, parce que on pensait qu'on négociait qu'avec le pharmacien, mais aujourd'hui on négocie aussi avec des acteurs du e-commerce. Donc c'est une stratégie que doivent prendre beaucoup de laboratoires. Et on a aussi beaucoup de métiers de responsables paid médias qui arrivent, des traffic managers. Bref, l'intégration de ces nouvelles organisations, elle permet et de ces nouveaux métiers, elle permet aux labos pharmaceutiques comme le mien de s'adapter aux évolutions numériques, et on en a besoin du secteur officinal et d'offrir, je pense, des produits et des services innovants aux pharmaciens et surtout aux patients, parce que notre client, c'est le pharmacien, mais notre client final, c'est le patient. Donc, on n'est pas que dans un prisme B2B, on est aussi dans un prisme aux patients. Et donc ça nécessite une approche multidisciplinaire et une culture d'innovation continue, sans compter le coût d'une structure, parce que recruter des gens comme ça coûte un peu d'argent pour un laboratoire. Alors, je crois qu'on a bien compris les évolutions organisationnelles, y compris au niveau des métiers. Est-ce que
quels outils concrètement tu vois mettre en place et éventuellement tu peux prendre des exemples chez Tuan directement si c'est possible. Quels outils mettre en place pour faire face à ces évolutions obligatoires? Déjà, il faut qu'on prenne conscience des nouveaux canaux de distribution, mais surtout de l'émergence du digital. Dans la stratégie globale d'un groupe, je pense que c'est primordial. Et je suis à même de vous en parler parce que on globalise, nous, de notre côté chez Tuan, le groupe. Et donc, on a des gens qui ont réfléchi à bâtir un écosystème digital qui va se mettre en place. Et je pense que beaucoup de laboratoires le mettent en place. Et donc, on est obligé de voir les business capabilities, la création d'un comité digital, de faire des audits de nos filiales, de voir comment le marketing corporate va voir, enfin, avoir cette vision 360. Et donc, c'est mettre en place une équipe qui va être dédiée et un pôle de compétences avec les métiers qu'on a parlé il y a quelques minutes. Et on va apporter soit du service, comme le disait tout à l'heure mon ami Morgane, et à travers ce service, eh ben, on va mettre en place un portail. Et il l'a dit très, très justement, et je le crois, nous avons, et je pense qu'on n'est pas les seuls aujourd'hui dans cet écosystème, à avoir créé un portail pour le pharmacien. Sauf que le portail pour le pharmacien, comme le disait tout à l'heure Morgane, ils n'en ont que 3. Et aujourd'hui, il faut qu'on rende de plus en plus interopérable, comme les logiciels l'ont été et le sont maintenant avec le Ségur, pour qu'on puisse avoir une plateforme, c'est, je pense, l'avenir, avoir une plateforme qui soit complète et qui permette aux pharmaciens de gérer l'ensemble de ces laboratoires. Mettez-vous à la place du pharmacien, et je suis assez surpris de voir que certains laboratoires ne connaissent pas encore assez le pharmacien, et je te remercie d'en avoir fait la définition, Morgane. C'est qu'aujourd'hui, ce pharmacien, il voit 150, 200 laboratoires. Donc, il ne peut pas avoir 150 à 200 plateformes. Ce n'est pas possible. Avec 150 ou 200 mots de passe. Ce n'est pas possible. Donc, de ce fait, il va falloir qu'on lui apporte de l'information, du contenu, et qu'on le rende interopérable peut-être sur une seule et unique plateforme. En tout cas, ce n'est pas encore le choix que nous avons fait, mais on l'a fait parce qu'on l'a fait il y a très longtemps, cette transformation digitale au sein de Tuan. On l'a fait aussi en apportant de la valeur ajoutée aux pharmaciens, en créant des Tuan Scan à l'époque pour faire de la prise de mesure ou ce genre de choses que certains ont pu connaître, et on va bien entendu beaucoup plus loin de ce côté. Ok. Donc également, est-ce que tu as mentionné tout à l'heure l'intelligence artificielle, Morgane a mentionné l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut donner peut-être des exemples un peu plus précis, comment l'intelligence artificielle peut aider le pharmacien? Morgane en a parlé, mais peut-être les laboratoires, que ce soit dans l'omnicanalité ou dans son approche des produits, des services, etc. Face à l'intelligence artificielle, on a tous l'impression d'être des losers, ou face à un chat GPT, on a tous l'impression d'être le loser, mais l'intelligence artificielle, elle va forcément, et elle le fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, on utilise tous des algos, vous, moi, mes enfants, vos parents ou nos grands-parents, sans s'en apercevoir, ils ne savent pas que ce sont des algos, parce que c'est des mots un petit peu trop directs pour eux, et ils n'ont pas baigné dans cet élément-là. Mais l'intelligence artificielle, elle va nous apporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a la gestion des stocks et des commandes qui sont optimisées. L'IA, elle peut analyser aujourd'hui les données de vente, de prescription, et avoir du prédictif pour les besoins en stock. Elle va avoir des détections d'interactions médicamenteuses, si je me mets du côté du pharmacien, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, et n'hésite pas à rebondir, Morgane, si je dis une bêtise, mais elle peut vérifier instantanément, en tout cas les ordonnances électroniques, pour les interactions potentiellement dangereuses entre les médicaments. On va avoir une automatisation des tâches administratives pour le pharmacien. On voit qu'il y a des gens qui ont créé de l'intelligence artificielle pour gérer la facturation entre les laboratoires avec le pharmacien, pour la prise de rendez-vous, pour la gestion des dossiers patients. On voit qu'on a aussi une amélioration de la conformité réglementaire, c'est-à-dire que des systèmes d'IA peuvent aider à assurer que les pratiques de la pharmacie sont conformes aux réglementations et qui sont en constante évolution, et qui vont minimiser ainsi les risques et les erreurs. Et puis, on a le suivi des patients à distance. Ça, c'est hyper important parce qu'on parlait de chronicité tout à l'heure avec Morgane, et on a souvent des écarts par rapport à ces normes. Donc, l'IA va pouvoir nous permettre de combler un peu cela. Et puis, il y a aussi des systèmes de rappel de médicaments avec des rappels personnalisés aux patients pour l'observance. L'IA peut gérer aussi ce genre de choses. Et puis, il y a la personnalisation des soins. L'intelligence artificielle, elle peut aider le pharmacien
dans la personnalisation du conseil aux patients pour l'analyse de données médicales et en suggérant des traitements qui seront adaptés aux patients. Et puis, dans cette interaction médicamenteuse, il y a aussi une identification beaucoup plus rapide par le biais de l'IA de potentielles interactions améliorant la sécurité des patients. Voilà. Et donc, tout ça, ça nous permet d'avoir souvent un service client qui est amélioré. Et côté laboratoire, on est obligé de créer avec l'intelligence artificielle aussi bien un service client par des personnes qui vont pouvoir gérer justement la relation entre le laboratoire et le pharmacien pour répondre à l'ensemble de ces questions ou de ces équipes officinales, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais il n'y a pas que le pharmacien, il y a aussi des équipes officinales. Simplement, Pascal, si tu me permets, je vais compléter justement ce que mon ami Dimitri a dit. Je t'en prie. Et ce qui est justement, ce qui est assez intéressant, c'est que Dimitri a parlé notamment de la pharmacie. Moi, je vais vous parler de l'industrie en vous donnant un exemple. Je ne vais pas citer le laboratoire. Je vous dis simplement qu'a priori, c'est un des 2-3 laboratoires qui sont le plus en transformation digitale dans le monde. Okay, je ne vous dis pas qui c'est, mais simplement comme ça, vous avez en tête le genre de laboratoire. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, j'ai vu en interne comment ils utilisaient l'intelligence artificielle pour l'efficacité opérationnelle de leur métier. Eh ben, c'est bluffant. C'est bluffant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont recruté plus d'une dizaine de personnes qui s'occupent, donc des ingénieurs prompts, qui s'occupent d'aller discuter avec l'IA pour aller augmenter tous les métiers. Et ça, ce n'est pas quelque chose de demain, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui existe déjà. Et quand on voit, il se trouve que c'est le vice-président de l'entreprise qui m'a montré comment ça fonctionnait. Quand on voit comment en fait une entreprise qui fait ça accélère pour augmenter la valeur ajoutée de chacun de ces métiers, il faut juste se dire, en gros, comme dit, je vais le citer, mais bon, bref, Laurent Alexandre, qui est assez polémique, Laurent Alexandre, il dit, en fait, l'IA, ce n'est pas dans 6 mois qu'il faut y aller, c'est maintenant, sinon ce sera trop tard. Bref, en gros, en tout cas, vous aurez pris beaucoup de retard. En tout cas, merci beaucoup. Je pense on arrive au bout et on va poser des questions. Enfin, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Donc, on a l'espace de discussion et de questions-réponses. C'est le moment de saisir vos questions. Alors, on nous demande si les slides seront disponibles d'une façon ou d'une autre en téléchargement. En fait, je vous pose la question, Morgane et Théo, si vous serez d'accord pour qu'on les diffuse. Ah oui, moi je suis convaincu que l'information doit être diffusée simplement, librement et gratuitement à tous. Ouais, pas de souci, on pourra vous partager ça. Merci. Alors moi, Donc voilà la j'ai pas réponse. fait de présentation, j'ai pas fait de présentation, Pascal, mais je serai à la disposition de l'ensemble des gens qui sont là, parce que j'ai voulu essayer, en me digitalisant moi-même, de ne pas utiliser un PowerPoint. Il y a un célèbre monsieur qui s'appelle Monsieur Mallard qui dit que les PowerPoints sont déjà la préhistoire. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais j'aurais essayé aujourd'hui. Une question d'un spectateur, comment un professionnel de santé peut-il monter en compétence pour suivre ces nouvelles technologies? Alors, les professionnels de santé, évidemment, les pharmaciens et son équipe officinale, d'un côté. Donc, comment on peut faire monter en compétence? C'est souvent un frein. Hein. On dit souvent que, par exemple, dans les cabinets médicaux ou à l'hôpital, les professionnels de santé, les médecins, sont trop occupés pour pouvoir utiliser les outils digitaux. Et donc, finalement, à leur corps défendance, ils sont un frein. Est-ce que les professionnels, les équipes officinales, comment on peut les faire monter en compétence, et notamment sur l'IA dont vous venez de parler tous les deux, d'ailleurs. Donc Moi, là, je m'adresse. Oui. Vas-y, ce que je Morgane, après on demandera à Michael aussi. Simplement sur ce sujet-là, moi, ce que je peux vous dire, la méthodologie que j'ai l'habitude de faire avec les pharmaciens ou les groupements, c'est je leur fais un quiz interactif pour qu'ils se rendent compte de l'usage aujourd'hui de la population du digital. OK ? En gros, c'est un quiz interactif qui est hyper ludique où tout le monde joue, etc. En gros, en un quart d'heure, tout le monde s'est rendu compte que en fait, ce n'est plus un sujet. Il faut y aller vraiment parce que c'est important pour notre activité. En numéro 2, je leur fais une photo de leur situation aujourd'hui. Et je peux vous dire que généralement, ça suffit pour que tout le monde se rende compte que c'est important. Après, sur la manière de faire, justement, qu'est-ce que j'ai mis en place juste après avoir mis en place des outils? J'ai mis en place un organisme de formation. C'est hyper important. La clé, elle n'est pas dans l'outil, elle est dans l'usage, quoi.
Donc, c'est pour ça, quand je parle des espaces pro des labos, la clé, elle est dans l'outil, elle est dans l'usage et pas dans l'outil. Donc, comment faire pour que les espaces pro soient bien utilisés? Voilà, il pourrait très bien y avoir une plateforme où tous les espaces pro soient au même endroit. Ouais. Michael, Moi, brièvement de ton côté. au, au quotidien, évidemment que je rejoins Morgane. Il y a autre chose que j'ai mis en place, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment en permanence sur ChatGPT, à juste prompter, parler avec lui, essayer comment dire, de communiquer, de lui donner de plus en plus d'informations sur ma pharmacie, ouais, sur la pharmacie. Et donc, forcément, il me permet d'améliorer mes process. Il me permet oui, c'est ça, d'améliorer mes process, d'améliorer des négociations. Il me permet de faire beaucoup de choses pour optimiser mon quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, mes équipes ont du mal à s'en servir parce qu'on a envie aussi de garder ce côté humain. C'est vraiment le pharmacien, c'est le préparateur qui connaît et mieux que l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on aimerait conserver. Sauf que je rejoins ce que Morgane a dit sur Laurent Alexandre. Laurent Alexandre dit que ChatGPT est aujourd'hui plus intelligent que 99,9% de la population. Donc finalement, ChatGPT aujourd'hui peut mieux répondre aux problématiques de santé que ce que je peux faire. Et donc j'essaye de dire à mon équipe, quand elles ne savent pas, de chercher sur ces intelligences artificielles, avec réserve et en vérifiant sur les plateformes de santé qu'on utilisait avant, comme le RCP. Ouais, ouais. Merci, Michael. Si on m'avait dit que je serais un jour moins intelligent que mon chat, j'y aurais jamais cru. Allez, une dernière question qui est posée par Cynthia Aubry-Gérard. Ah ouais, et encore, il y en a encore une. Donc, comment une startup est-elle sélectionnée pour faire partie du club et est-ce qu'il y a des solutions de financement dans le club? Donc, vous avez 20 secondes pour répondre, Théo, là, tu vois. Tu peux. Les startups, elles sont sélectionnées déjà. Enfin, le processus, il est assez simple. C'est qu'il faut que ce soit des jeunes entreprises pour devenir membre du club qui ont pour projet ou qui se développent déjà sur le canal pharmaceutique et qui vendent des produits ou des services directement aux pharmaciens d'officine. Et c'est là où on trouve le maximum de synergie. Et là, on commence justement à travailler avec différents laboratoires, mais en dehors d'un espace membre, pour justement apporter justement ce savoir-faire et les différentes manières que les startups utilisent pour travailler. Parce qu'une startup, par principe, ça n'a pas d'argent ou très peu d'argent. Et du coup, ils sont obligés de se débrouiller avec très peu de moyens pour innover vite, distribuer leurs produits, créer du sell-out. Et je pense qu'il y a beaucoup de learning qu'il y a à prendre pour les gros laboratoires de ces jeunes entreprises qui sont confrontées à des problématiques que vous n'avez pas forcément. Et concernant le financement, nous, on n'a pas des solutions en interne, mais on a des prestataires avec lesquels on travaille qui justement aident les startups à se développer, que ce soit avec des aides privées ou publiques. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette réponse rapide. La toute dernière question, elle est pour Dimitri. Est-ce que tu peux donner un exemple d'outils utilisés par les équipes marketing ou vente de Tuan, comme ça, à la volée, si c'est possible? C'est-à-dire un outil, c'est-à-dire. Je sais pas, un outil d'intelligence artificielle pour remplir le CRM ou des choses pour automatiser le marketing ou utiliser plus de l'omnicanal, enfin des différents canaux au sein du marketing, je sais pas. Oui, on utilise différents outils qui permettent de faire du marketing automation, comme on appelle ça, Ouais, et qui sont des suites soit de grands éditeurs, donc que vous pouvez retrouver facilement. Vous comprendrez bien, je ne peux pas par, je peux pas vous donner ces outils-là. Je ne veux pas en faire la promotion, donc je ne veux pas vous énumérer ces outils, mais il y a plein d'outils de marketing automation qui nous permettent de faire beaucoup de choses grâce à l'intelligence artificielle et surtout de pouvoir optimiser les campagnes marketing, par exemple, et de cibler ouais, plus efficacement en fonction du comportement du pharmacien ou des consommateurs ou des patients de, de, ok. de le faire. Il me reste à grandement vous remercier. Donc, un grand merci, Michael, Théo. Vous avez ouvert les yeux justement sur ce côté vibrant hein, des startups en pharmacie. Merci beaucoup.
Morgane, merci infiniment pour ta vision très pratique et en même temps de donner un peu de visibilité à ce qui se passe dans les officines et la relation entre officine et laboratoire. Et merci beaucoup, Dimitri, pour également ta grande expérience et tes conseils. Donc, merci infiniment à vous quatre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été formidables. Alors, on a mis un questionnaire de satisfaction que vous voyez affiché dans la conversation. Donc, s'il vous plaît, vous cliquez dessus et puis vous y répondez. Et puis, ça nous permettra d'être encore meilleurs la prochaine fois. Dernier point, le 30 novembre, on refait un webinaire comme ça en mode Lunch and Learn. Toujours sur le même sujet, il y aura peut-être d'autres panélistes, peut-être certains d'entre eux seront nos nouveaux là, on verra à ce moment-là. Mais on se donne rendez-vous pour le 30 novembre pour un autre événement InnoSanté de Digital Pharma Lab. Et d'ici là, vous pouvez nous contacter comme vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir.